Salut Sophie Salut Florian. et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire deviner à Sophie l'oiseau que je vais vous présenter en première partie. Oh, un défi. Ça commence bien. Un défi, exactement. On commence cette nouvelle année, Sophie, pour toi et moi, et cette nouvelle émission, effectivement. Alors rassure-toi, c'est un oiseau que tu connais très bien. Ah bon ? Je pense, oui. Je pense. Tout va bien alors. Son nom va te dire quelque chose, en tout cas. Voilà. Comment ça va, Sophie ? Très bien, très bien. Hâte de commencer cette nouvelle saison de Courrier de la Sterne. Avec plein de nouvelles histoires à vous raconter, on espère. Ah bah oui, on espère. Alors pour nous, pour vous, ça ne change rien puisque il y a eu un épisode la semaine dernière, mais pour nous effectivement, c'est notre tout premier épisode de l'année 2026 et en plus, on va entamer par des bonnes nouvelles. Ça c'est cool ça. Ah, mais en voilà une bonne nouvelle, hein ? Début d'année qui commence bien. On aime. Exactement. C'est parti pour la rétro piou piou. Je vais la commencer, Sophie, donc je t'en prie. avec un article de The Guardian qui nous parle des oiseaux, de la population d'oiseaux anglaises qui aurait augmenté cette année. Alors, attention, à prendre avec des pincettes, c'est le nombre de naissances qui a augmenté par rapport à l'année 2024 et même par rapport aux 5 dernières années pour une quinzaine d'espèces d'oiseaux qui ont été identifiées. Donc il y a des bagueurs du British Trust of Ornithology qui se sont réunis durant 2025 pour capturer 29 espèces de passereaux. Et un tout petit peu plus tard dans la saison, après la période de nidification, au moment où les jeunes sont en apprentissage de l'envol, voire sont déjà éloignés de leurs parents, ils ont fait à nouveau un comptage avec justement réception de ces jeunes qui n'avaient pas été bagués. Donc du coup, ils ont pu facilement identifier et ils ont déterminé que la saison de reproduction s'était très très bien passée par rapport, comme je l'ai dit, aux précédentes années. Ce qui corrobore quelque chose que j'avais eu l'occasion de voir au colloque francophone d'ornithologie, qui serait de voir que les températures plus élevées aujourd'hui permettraient à certaines espèces de passereaux de plus facilement se reproduire. Avec toutefois quelque chose de très important à avoir en considération, il y a une température limite à laquelle cet effet positif devient au contraire contraignant pour les oiseaux. Oui. Voilà. Ça doit certainement se rapprocher des 40 degrés ou plus ou moins dans ces zones-là où on voit que après ces températures-là, les oiseaux commencent à avoir de sérieux problèmes au niveau du métabolisme. Pour faire simple, on suppose que c'est 2 degrés au-dessus de la température, on va dire, classique de la Terre. Donc à plus 2 degrés, encore, on aurait effectivement une reproduction qui serait beaucoup plus efficace chez ces oiseaux-là, en sachant bien sûr que cela dépend des individus, en sachant également que pour l'instant, le rapport que la RSPB va fournir pour justement le relevé de ces 29 espèces d'oiseaux n'a pas encore été finalisé, il devrait l'être dans les quelques semaines à venir, donc pour l'instant pas encore de résultats définitifs à communiquer. Et moi de mon côté, j'ai une petite infographie qui nous vient du Parisien, le fameux journal, qui a repris dernièrement une infographie du Canada, notamment de l'Alberta Health Service, et qui ensuite a été republiée par la Direction régionale de santé publique de Montréal, donc au Québec. Et cette petite infographie nous explique que quand il y a du verglas, et quand il y a de la neige, pour éviter de glisser, il s'agit de marcher comme un pingouin, évidemment. Alors, nos amis les traducteurs, lorsque vous traduisez des infographies, s'il vous plaît, lorsqu'il s'agit des noms d'oiseaux, merci de ne pas traduire penguin par pingouin. Ce n'est pas du tout la même chose. En français, penguin se dit manchot. Et oui, le pingouin, en français, c'est un oiseau totalement différent qui vole. Voilà. Donc je pense que nos auditeurs du Courrier de la Sterne sont au courant. Mais si jamais il y a des gens qui travaillent au Parisien, écoutez, ce serait gentil de rectifier. Voilà.
Et c'est marrant parce que c'est généralement des choses que l'on voit très facilement puisque les réseaux sociaux sont assez sulfureux quand il s'agit d'erreurs de ce type-là, et je n'ai rien vu Ah passer. bah écoute, je te l'enverrai, ce sera dans Donc les je sources me évidemment. surprends pour le coup. Je me surprends. Bah tiens, du verglas à la neige, il n'y a qu'un pas. Petit article d'Ornithomédia que j'ai trouvé très intéressant parce que nous, on a subi une petite offensive hivernale lors de la semaine dernière, au moment où on enregistre. Eh bien, il y avait un article sur comment limiter les effets négatifs du salage des routes, Mm. qui peut être très problématique pour les oiseaux. Les oiseaux peuvent confondre justement ces grains qui sont dispersés sur les routes pour quelques pierres, des gastrolites, on en avait parlé Mhm. dans un précédent épisode, qui facilitent la digestion de ces oiseaux. Et ben, ce sel peut être particulièrement dangereux pour la santé des oiseaux, provoquant notamment des intoxications alimentaires, aussi une grave déshydratation. Mm. Bref, il y a beaucoup de choses à dire autour du salage des routes, et il y a aussi quelques conseils à donner si jamais eh bien, vous êtes en montagne, notamment en cette saison, puisque c'est là où la neige risque de tenir le plus. Et on propose notamment de mélanger le sel avec du sable ou à d'autres matériaux, voire d'utiliser des produits organiques. Et j'ai appris par exemple que certaines villes, bah, on revient au Canada, décidément, utilisent par exemple du jus de betterave pour déneiger les routes. De Et la apparemment, betterave. ça marche bien. Ah Voilà. ouais? Ouais, ça marche D'accord. bien. C'est quelque chose qui avait été utilisé en Suède et qui a par la suite été testé au Canada avec des résultats assez significatifs apparemment. Bah alors, de la betterave à sucre ou de la betterave normale? Parce qu'il faut Ah, préciser ça que... c'est une bonne question. Il parle de jus de betterave, j'en sais pas plus. Mhm. J'essaie de D'accord. voir dans l'article, mais il n'y a pas de Ça doit être la betterave à mention. sucre, à mon avis. Je, je vais pas te dire betterave sucrière, jus de betterave sucrière. Mm. Voilà. Ouais, ça Donc m'étonne tu pas. Le as, sucre, donc tu as raison. ça permet de faire fondre aussi. Mm. Ok, très bien. Bon, du coup, ça va leur donner du diabète, quoi. C'est pas pareil, mais... À défaut, ça les empoisonnera pas. Après, comme on le sait, hein, difficile de toujours trouver une technique parfaite. Mais Mm. voilà, il y a quelque chose pour, il y a quelques informations pour mitiger un peu vos actions si jamais vous salez notamment vos trottoirs ou vos bords de route si vous écoutez D'accord. cette émission. Faudra que je teste avec le jus d'ananas de mon côté. C'est dit, on n'a pas beaucoup de Ah, routes gelées par chez nous, donc oui, c'est vrai que ça devrait aller. Alors moi de mon côté, juste un petit rapport d'expédition, parce que figure-toi que je suis partie à l'île Maurice pendant ces vacances. oh, oh, la chance. Voilà. Et je suis allée dans le Muséum d'histoire naturelle qui se trouve à Port-Louis, donc qui est la capitale de l'île Maurice. Mhm. Et vous avez la chance, si jamais vous pouvez y aller, d'admirer l'un des seuls squelettes de dodo qui soit complet au monde. Incroyable. Dans ce fameux musée. Et donc j'ai eu l'occasion de le regarder, de le prendre en photo sous toutes ses coutures, évidemment. Il y a même d'ailleurs, pour la petite histoire, un animatronique dans cette pièce consacrée uniquement au dodo, au Muséum d'histoire naturelle de Port-Louis, qui vous fait un petit bruit sympa, qui bouge les ailes et un petit peu, et qui ouvre le bec. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard, cet animatronique, mais j'ai trouvé qu'il était très mignon quand même. Et qui nous offre un dodo qui est entièrement blanc. Alors on avait fait un épisode spécial Oui, dodo, si effectivement. tu te souviens bien. Effectivement. Enfin pas un épisode complet d'ailleurs, j'avais juste parlé du dodo à un moment. Et on n'était pas sûr, si tu te souviens bien, de la couleur de cet animal. Et donc là-bas, ils ont pris le parti de le reconstituer. Alors il y a cet animatronique qui est entièrement blanc, mais il y a aussi une autre sculpture avec des plumes dessus. On n'a pas les vraies plumes du dodo, hein, mais du coup on a mis une reproduction. Mhm. Où là on a des plumes qui sont plus proches de ce qu'on peut voir sur les représentations des tableaux, avec des couleurs un poil plus marron, grises. Donc il serait plus proche de ce qu'on suppose être les couleurs normales du dodo, à savoir qu'évidemment pour le moment on n'en sait pas beaucoup plus. J'ai aussi eu l'occasion d'aller sur le fameux site qui s'appelle la Mare aux Songes, où on a récupéré des os de dodo. Alors le site en question n'est plus accessible aujourd'hui, c'est un lieu-dit maintenant, donc on voit plus vraiment Ok. la Mare aux Songes. On a cherché, on a fouillé, on n'a pas trouvé. Mais bon, c'était indiqué comme lieu-dit, donc on suppose qu'on n'était pas loin.
Et à D'accord. l'époque, donc, c'était des marais et des tourbières, notamment, dans lesquelles on pouvait retrouver des os, et notamment des os de dodo, mais aussi de tortues terrestres qui, aujourd'hui, ont aussi disparu de l'île Maurice, parce que oui, l'île Maurice, il y a plein d'espèces qui ont disparu, pas seulement le dodo. Il y a 2 espèces de tortues terrestres qui étaient endémiques là-bas, qui n'y sont plus depuis longtemps, qui ont été mangées, en l'occurrence, par l'homme, si vous posiez la question. Et puis plein d'autres oiseaux qui ont aussi disparu et beaucoup qui sont encore en voie d'extinction. On espère qu'ils ne disparaîtront pas à l'avenir. Donc si vous voulez aller voir ces choses-là, c'est à l'île Maurice et je vous les conseille. En tout cas, le Muséum d'histoire naturelle est tout petit mais très sympa. Eh bien, merci pour ce petit commentaire TripAdvisor, Sophie. Euh, Exactement. pour le lieu-dit, il est dans une ville désormais ou c'est dans Il une est où, pardon, réserve? le lieu dit? Le Non, lieu-dit, non, justement. c'est en extérieur. Non, c'est dans la campagne, tout D'accord. simplement. C'est-à-dire qu'on peut aller voir, c'est au sud-ouest de l'île. Et c'est noté sur la carte comme un lieu dit. En fait, vous pouvez le chercher sur Google Maps, il va vous l'indiquer. Ok. Voilà. Ah, et j'avais une recommandation du coup de lecture, si ça vous intéresse d'en savoir beaucoup plus sur le dodo. On a un livre qui est en français, en l'occurrence, parce que vous pouvez le trouver en français celui-là. Il est extrêmement complet sur l'histoire du dodo et sur sa disparition. Donc il s'agit du livre Le dodo, cet oiseau de légende, qui est disponible. Alors attendez que je retrouve les éditions, parce que ça je ne l'ai pas noté. C'est un livre qui se lit assez bien, il y a beaucoup d'images, et il est très très bien illustré évidemment, Mhm. et il y a toutes les recherches qui sont citées dedans par Alain Griot, et du coup qui est disponible en français et en anglais. Eh ben, super. Un petit livre qui se lit très bien, voilà. Eh ben, merci pour cette recommandation également Fnac, Sophie. Euh, C'est pour le début d'année, on a des petits trucs sympas, voilà, c'est des petits cadeaux de Noël. C'est un peu J'ai passé, mais écoute. j'ai aussi des livres, mais faudrait que je les lise avant de vous les recommander. Mais il y a des trucs très très Mhm. sympas. On vous en reparlera sans doute un petit peu plus tard dans le courrier de la Sterne. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire dans cette rétro où on la referme pour passer à Je notre pense que c'est premier tout pour moi. sujet? Eh bien, Voilà. direction l'Irlande pour le tout premier sujet de notre année 2026 à nous. Alors Sophie, si je te dis Irlande, que je te dis oiseau rare, est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que peut être cet oiseau? Voilà. Irlande et Mhm. oiseaux rares. Il y a quelques rapaces qui sont pas très courants Mhm. là-bas. Il y a, voyons voir, il y a du lapwing qui est un peu spécial Mhm. aussi. Est-ce que c'est sur la péninsule de Alors, Loup? on va revenir un petit peu sur l'historique de cette découverte, qui a été faite en 2025, qui a été faite en septembre 2025, mais elle n'a été communiquée qu'il y a une dizaine de jours. C'est pourquoi on vous en parle dans cet épisode. Et on va d'abord parler de Debbie Nelson. Voilà. C'est une personne qui s'occupe depuis 40 ans de diverses animaux. Elle habite dans la petite ville de Antrim, c'est pas très loin de Belfast. Elle secourt plus de 2000 animaux par an, Sophie, principalement des oiseaux. Donc ça peut être des animaux blessés, ça peut être bien évidemment des jeunes à nourrir, notamment des oisillons qui sont ramenés à cette Debbie Nelson. Debbie Nelson qui justement par ses actions a décidé après avoir secouru d'autres milliers d'oiseaux avec des petites associations, d'ouvrir son centre de sauvegarde en 2014 qu'elle appelle même Petit Hôpital, et ses nombreuses interventions lui ont valu le surnom de Debbie Doolittle, du nom du célèbre médecin, évidemment, Oh, d'abord de c'est la mignon. littérature, puis ensuite de la saga cinématographique. Et donc en septembre dernier, Debbie, elle a fait une découverte très très particulière. On appela cette femme pour identifier un oiseau qui était coincé derrière une poubelle. Et c'est un oiseau qu'on n'avait pas vu depuis les années 1950. Alors les employés de bureau ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un oiseau de proie. Et maintenant, la question que je te pose, Sophie, c'est est-ce que ces employés avaient raison ou pas?
Un oiseau de proie qu'on n'avait pas vu depuis longtemps? Hmm. Mhm. Ah, je sais que les... Après, il y a l'oiseau national de l'Irlande, c'est un lapwing, qui est d'ailleurs superbe avec ses Alors, ailes ce colorées, n'est mais enfin, pas ça doit pas être lui, j'imagine, parce qu'il est commun. ce n'est pas un vanneau, je crois. C'est un vanneau, si je dis pas de bêtises, la pouille. Oui, un vanneau, autant pour moi, en français, j'ai le terme anglais qui arrive. Je sais qu'on a pas mal aussi de macareux et de choses comme ça. Ce n'est pas un oiseau de mer, c'est un oiseau migrateur. Voilà. Un oiseau migrateur. Qu'on a en France d'ailleurs. Oh, est-ce que ce serait pas un milan? Non, Bah, il remonte pas aussi loin, non. mais normalement. Voyons Alors du voir. coup, les employés de bureau qui ont pensé que c'était un oiseau de proie ont été décontenancés en apprenant que ce n'était pas un oiseau de proie. Si c'était pas un oiseau de proie, dans ce cas-là, c'était peut-être... Il y a des oies migratrices qui passent par là-bas, Non, il y a ce genre de il y a choses. des oies entre des oies et des aigles, faut les confondre quand même. Ah Non, bah oui, mais enfin, quand on n'est pas c'est ornithologue, des vrai. fois, tu sais, Il j'en est, ai des belles, hein, j'en il ai des est, belles, je t'avoue. il est vrai, il est vrai. Non, c'est un oiseau migrateur chez nous, du mois de mai au mois de septembre. C'est un oiseau qui a des habitudes nocturnes, j'irais même crépusculaires. Nocturne et crépusculaire. Ouais. Oh. Voilà, pour le coup, je sèche, alors vas-y, dis-moi tout. Eh bien, elle a découvert un engoulevent. Oh non, un Et si, engoulevent. un engoulevent Trop bien. qui est quasiment considéré éteint en Irlande du Nord depuis donc les années 50, même si on a D'accord. quelques observations sporadiques qui ont été relevées. Alors c'est un oiseau qu'on a assez peu évoqué dans le CDLS, mais c'est un oiseau, donc comme je l'ai dit, aux habitudes crépusculaires, qui chasse des insectes, qui a un plumage très particulier puisque il rappelle un petit peu les couleurs que l'on peut trouver notamment au sol, et c'est un plumage qui lui permet de se camoufler très efficacement. C'est un oiseau qui a une autre particularité, il a un tout petit bec, mais il a une ouverture de gueule absolument énorme Oui. qui lui Pour permet mieux choper les bestioles. exactement pour choper des bestioles et notamment des papillons. Et ça, je l'ai appris en faisant les recherches, de les stocker également dans son jabot. Mhm. C'est dire quand même la taille du jabot de l'animal. Et puis le cri est très particulier aussi, puisque il peut déjà être entendu à plus d'1 kilomètre de distance. Et grosso modo, c'est un peu le bruit d'une vieille moto ou d'un vieux modem qui déconne. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai retenu. C'est pas faux. Mais alors attends, la question me taraude tout de même. Oui. Comment est-ce qu'on peut confondre un rapace avec un engoulevent? Bah déjà en ayant... Alors comment on peut confondre un aigle et une oie, Sophie? Je Ah oui, t'entends oui, la bah enfin bon, question du coup, et tu me disais non, mais quand même, faut pas exagérer. Oui, mais là, je t'avoue que pour le coup, Alors, tu sais non. que l'engoulevent est un oiseau qui est quand même assez peu mobile d'une certaine manière, Ouais. lorsque celui-ci est dérangé, et donc il a pu être pris justement par ses couleurs et par la forme de son bec un petit peu pointu, justement pour un oiseau de proie. Oh, enfin, c'est un petit bec quand même, il est pas non plus crochu, quoi. Ah, c'est un petit bec, on est d'accord. Donc, oiseau Puis il y a toutes ces moustaches autour, enfin, c'est spécifique quand même, Ouais. c'est pas... Bon, bref. Ok, non, bah, ok. Donc c'est un oiseau qu'on a découvert dans cette petite ville de Belfast. C'est un oiseau qu'on peut trouver en France. Alors faut se coucher tard et se rendre surtout dans le sud et l'ouest de la France pour le trouver. Bien que sa présence est Mhm. assez globale hein, en France, hein, mine de rien. Si vous vous rendez par exemple en Bretagne, vous pouvez aller le voir. Et on le retrouve surtout dans ce qui est pinède. On peut le retrouver dans des boisements clairs, de feuillus, de forêts mixtes. On le retrouve aussi dans diverses landes. Donc c'est un habitat, on va dire, assez comment dire, assez particulier pour retrouver notre cher ami l'engoulevent. Et donc la question se posait de savoir, mais qu'est-ce que foutait un engoulevent dans la ville de Belfast? Et la Exactement. réponse serait sans doute qu'il s'agit d'un individu qui a probablement été désorienté après une collision, peut-être avec justement un mur ou une poubelle à cause des lumières de la ville. C'est un individu qui est soit identifié comme une femelle ou un juvénile. C'est assez difficile parce que le plumage femelle et juvénile est le même selon si on est sur un premier hiver ou si on est sur une femelle. Et donc l'oiseau a été conservé par débit une journée avant d'être relâché le lendemain à la tombée de la nuit
pour un endroit secret qui a été tenu justement secret pour éviter que des ornithologues ne Mhm. viennent embêter l'oiseau. Alors la RSPB, elle, elle a déclaré qu'il n'y avait aucune reproduction confirmée d'engoulevent en Irlande du Nord récemment. Elle a qualifié cet incident quand même de super découverte, hein, tu m'étonnes. Et donc John Lusby, qui est responsable de Birdwatch Ireland, a justement été contacté par The Guardian pour justement expliquer les raisons de la disparition de l'engoulevent qui a considérablement diminué, notamment à partir de la seconde moitié du XXe siècle dans les habitats irlandais. Un déclin qui est attribué à la perte d'habitat, à l'utilisation de pesticides. On l'a dit, l'engoulevent se nourrit Mhm. principalement d'insectes, moins d'engoulevent, bien sûr. Et ce qui fait que en 2024, il y avait un rapport qui avait été rédigé qui disait que, il n'y avait plus d'engoulevent en Irlande. Sauf que D'accord. cet été, donc en 2025, donc pas en 2026, mais en 2025, une étude a été réalisée pour déterminer s'il restait encore quelques bastions d'engoulevent, et notamment dans le sud-est de l'Irlande, dans les comtés de Kilkenny et de Wexford. Et les chercheurs ont enregistré des centaines d'heures de chants d'oiseaux parce que c'est un oiseau qui est beaucoup plus facile à entendre qu'à approcher. Et ils Oui, ont oui. déterminé effectivement qu'on avait pu retrouver divers sites où les engoulevents étaient présents, mais pas forcément de couples qui s'étaient formés, ou en tout cas de succès reproducteurs. Donc ça, c'était pour Kilkenny et Wexford, et puis ensuite ils ont mené une étude un petit peu plus large, incluant Waterford et Tipperary, et cette fois-ci, ils ont trouvé un nid et ils ont pu le filmer grâce à un drone équipé d'un capteur thermique, et là encore, l'emplacement du nid a été tenu secret afin de ne pas déranger les oiseaux. Et on en saura beaucoup plus, Sophie, sur la redécouverte de cet engoulevent, ou la découverte de cet engoulevent d'ici quelques semaines, parce que là aussi, il va falloir attendre 2026 pour consulter les résultats de cette découverte. Voilà. D'accord. Bon, c'est une jolie découverte. C'est très bien pour un début d'année. Ça fait plaisir. Exactement, c'est un bon début d'année. C'est un petit sujet, il n'y avait pas les chercheurs, les scientifiques et les ornithologues étaient évidemment en vacances, donc forcément, on a assez peu de choses à vous communiquer en ce début d'année. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que l'engoulevent, c'est un oiseau qu'on n'évoque pas énormément dans le courrier de la Sterne. C'est pas non plus l'oiseau qu'on voit tous les jours, bien sûr, mais voilà. Non, mais on devrait en parler, t'as raison, parce que quel boucan ça fait, ces trucs-là, c'est incroyable. C'est le chant est vraiment vraiment très surprenant. C'est Oui, espèce de c'est très 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 bizarre, hein. Mais c'est vraiment très ouais, spécial. faut Ouais. vraiment imaginer le même bruit que j'ai fait, mais en beaucoup plus aigu. Mais au début, tu penses pas que c'est un oiseau qui fait ce bruit-là. En fait. C'est ça la différence. C'est que et puis c'est tellement fort. Julien me disait que justement quand il va faire des expéditions dans le désert du Karoo où il y a beaucoup d'engoulevents, notamment la nuit, Mhm. quand il les entend et qu'il est sous la tente, mais c'est impossible de dormir en fait parce qu'ils sont juste à côté et ils émettent un paquet de décibels pour une bestiole parce qu'il faut se rendre compte que les engoulevents c'est pas grand quand même, hein, Ça fait à c'est peu une près petite ça bestiole. fait à peu près la taille d'un pigeon ramier, un petit peu plus gros. Au poil plus petit en fait. Ah, Enfin, ça dépend bah des espèces. là Euh, sur la taille, ils disent entre 24 et 28 centimètres. Donc je pense qu'on est. ça comprend aussi la queue, qui a souvent des plumes assez longues aussi. C'est vrai que les Enfin, après, ça projections dépend des caudales espèces. sont assez importantes. Ouais. Mm. Ouais, donc oui, ça fait un peu long, mais en fait, l'oiseau lui-même est pas énorme. Il pèse pas très lourd. Donc pour un si petit truc, faire autant de décibels, enfin tu me diras, on connaît le cacatoès, mais c'est un poil plus gros quand Ah, même. même le troglodyte, hein. Le troglodyte mignon qui a un chant qui peut atteindre 90 décibels, hein. Oui, C'est c'est c'est, vrai, il y a euh, ça aussi. c'est Mais énorme, hein. on se rend pas compte, hein. On Hmm, se rend pas compte. clairement. On se dit oui, c'est petit, ça fait pas beaucoup de bruit. Tu parles, ouais. Oh mon dieu. Mais t'as Ah, raison, on devrait en parler plus. ouais. C'est chouette comme bestiole. Le fameux engoulevent, l'oiseau qui hiberne, qui fait de la torpeur, nous ne le saurons. La torpeur, c'est pas exactement une hibernation. Les débats sont animés.
Exactement. chez certains scientifiques à Et en propos de plus, tout ça. l'oiseau qu'on ne sait pas encore identifier correctement d'ailleurs, parce que chez beaucoup d'espèces d'engoulevent, en fait, on arrive seulement à les différencier lorsqu'on a l'oiseau en main et qu'on arrive à voir Hmm. la taille des plumes, notamment des plumes des ailes. Hmm. Là, ça va différer un petit peu. Alors en plus, il n'est pas pratique à identifier, sachant qu'en plus, comme tu l'as dit, c'est majoritairement des espèces qui sont cryptiques, c'est-à-dire que elles sont hyper bien camouflées. Donc déjà, pour les repérer, c'est pas facile. Non, c'est Alors en plus, pour arriver à les très différencier, très très bonjour. compliqué. Très très compliqué. Hein, Mais voilà, si jamais vous avez un jour l'occasion de découvrir un peu cette espèce, et ben voilà, vous ne serez pas Mm. totalement en terrain inconnu, puisque on vous aura parlé de l'engoulevent. Et juste après, dans la deuxième partie, on vous parle non pas d'un oiseau européen, mais d'un oiseau américain, le bruant, à gorge blanche, à face blanche, je sais jamais. C'est à À gorge gorge blanche, blanche, c'est ça. voilà. Ça, c'est comme sonogramme et sonagramme. Je sais jamais comment il faut les prononcer. Ah ah. Allez, deuxième partie. Oui, Alors, le fameux bruant à gorge je blanche. fais référence à un commentaire que j'ai eu qui disait mais Florian, il confond toujours sonagramme et sonogramme. Oui. Ah, oui. Oh, pour une lettre différente, c'est pas grave. Bon, papinaille. Non, mais c'est quand même important. Merci à vous pour ces quelques commentaires qui nous permettent d'être meilleurs d'épisode en épisode. Bruant Mais donc évidemment. à gorge blanche. Je me demande si on n'avait Oui. pas déjà parlé de cet oiseau avec Victor. C'était il y a fort longtemps. Vraiment. On avait parlé D'accord. du chant de l'oiseau et on avait parlé du Ouais. fait que le nouveau chant qui était chanté par certains mâles était plus apprécié par les femelles que l'ancien. Et donc D'accord. du coup que l'ancien chant disparaissait au profit du nouveau. Voilà. Est-ce que tu avais parlé de la diversité phénotypique de ces oiseaux-là ou pas du tout? Je ne crois pas du tout. Je ne crois absolument D'accord. pas qu'on en ait parlé. Mais c'était il y a fort longtemps. Voilà, c'était un des tout premiers épisodes qu'on a enregistré, bien sûr. Eh ben écoute, on va essayer de le compléter du coup, et on vous encourage fortement à aller écouter ces premiers épisodes si vous ne l'avez pas encore fait. Car évidemment, ça complétera ce qu'on va dire aujourd'hui, j'en suis sûre, parce que moi je vais pas vraiment m'intéresser au chant aujourd'hui, je vais m'intéresser uniquement au phénotype ou au morphotype si vous préférez, donc c'est-à-dire les formes différentes que peuvent prendre cet oiseau. Parce qu'en fait, cet oiseau, il n'est pas facile à identifier, et on va voir ça tout de suite. Alors, on avait parlé d'Audubon il y a dans plusieurs épisodes, alors pas qu'un seul épisode où on en a parlé. Vu que c'est un oiseau nord-américain, Audubon en avait fait un dessin à l'époque où il montrait deux oiseaux sur ce fameux dessin. Le bruant, donc à gorge blanche, typique de l'espèce, où on va avoir sur la tête, alors c'est des oiseaux qui sont pas très gros, hein, un bruant, vous savez que c'est pas énorme, c'est un petit truc qui ressemble un peu à un moineau, sauf que sur la tête, vous allez avoir des bandes noires, et donc vous allez avoir cette gorge blanche qui va être juste en dessous du bec, pas très longue, pas très développée, après vous avez un ventre qui est plus dans les gris, et sur la tête, entre les 3-4 bandes noires, vous en avez qui partent donc 2 qui partent du bec et une qui part de l'arrière de l'œil. Entre ces bandes noires, vous allez avoir donc des bandes blanches qui vont donc contraster pas mal et que vous allez pouvoir reconnaître facilement. Et vous avez une autre forme de cet oiseau qui, lui par contre, va avoir entre les bandes noires de la tête des bandes brunes, brun clair, grisâtres, enfin bref, une couleur un peu chamois si vous voulez. Qui va être donc une autre forme, et que Monsieur Audubon à l'époque avait pris pour les femelles. Donc vous allez avoir, donc sur son dessin à lui, il avait mis donc le mâle avec les bandes blanches et la femelle avec les bandes chamois. En se disant voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai présenté les deux formes de cette espèce avec le mâle coloré et la femelle qui l'est un poil moins. Au moins, cet Ou une oiseau plume moins, existe. au choix. Cet oiseau existe, c'est déjà ça. D'ailleurs, à propos d'Audubon, j'ai acheté récemment un bouquin. J'ai trouvé un petit bouquin dans une brocante qui parlait justement de ce monsieur, et j'ai bien l'intention de le lire pour en faire une critique, voir si c'est intéressant ou pas. On en reparle en prochains épisodes. Avec grand plaisir. Donc, ce cher monsieur avait décidé ces deux oiseaux,
Et c'était dit, c'est bon, boulot accompli, voici le mâle, voici la femelle, c'est bon, tout va bien. Alors en fait, c'est un poil plus compliqué que ça. Il faut savoir que chez le bruant à gorge blanche, vous n'avez pas juste des mâles avec des bandes blanches et des femelles avec des bandes chamois, vous avez en fait des mâles à bandes blanches, des femelles à bandes blanches, des mâles à bandes chamois et des femelles à bandes chamois. Donc vous avez en fait 4 possibilités. C'est pour ça qu'on a tendance à dire d'ailleurs qu'il y a 4 sexes chez cet animal, ce qui n'est pas le cas du tout. Enfin, Ok. vous avez toujours 2 sexes, mâles et femelles. Mais bon, en gros, vous avez ces 4 possibilités chez cet oiseau. Vous pouvez être soit un mâle à bande blanche, soit un mâle à bande chamois, soit une femelle à bande blanche, soit une femelle à bande chamois. Et ça, bon, évidemment, personne ne le savait il y a pas si longtemps que ça. Ça a été des découvertes qui sont finalement assez récentes. Et ce qui était très intéressant et ce qui tend souvent à porter à confusion, c'est qu'en fait, non seulement il y a des colorations différentes, mais il y a aussi des comportements différents qui vont avec ces colorations. Je m'explique. En gros, les oiseaux qui sont colorés avec du blanc, donc avec ces fameuses bandes blanches, vont être en règle générale plus agressifs, vont chanter plus, avoir un chant plus diversifié. T'en as certainement parlé la dernière fois quand t'as parlé de ce bruant à gorge blanche dans l'émission d'il y a très longtemps du coup. Et ils vont défendre plus facilement le territoire que les oiseaux qui, eux, ont des bandes chamois, qui vont avoir un comportement beaucoup moins défensif vis-à-vis du nid, qui vont avoir un comportement qui va se rapporter plus à ce qu'on a l'habitude d'associer à la femelle, généralement, même s'il s'agit d'un mâle. Donc par exemple, ils vont plus nourrir, aller plus chercher de la nourriture plutôt que de défendre le territoire lorsqu'ils sont en période de reproduction, par exemple. Et ils vont chanter beaucoup moins et avoir un chant qui est finalement beaucoup moins diversifié, beaucoup plus monotone que les bruants à gorge blanche avec les bandes blanches. Et ça vaut aussi pour les femelles qui ont les bandes blanches, qui elles vont être vachement plus agressives que les mâles qui ont des bandes chamois, par exemple, et qui vont aussi chanter beaucoup mieux que les mâles qui ont des bandes chamois. Ok. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc en fait, on a une coloration qui va être liée à un comportement, et pas forcément au sexe de l'oiseau au final. C'est ça qui est intéressant, et c'est ouais. ça qui change vraiment beaucoup chez cette espèce-là comparé aux autres, et c'est pour ça que c'est compliqué quand t'es un ornithologue amateur dans la nature, que tu vois 2 oiseaux s'occuper d'un nid, tu vois celui qui a les bandes blanches, qui a tendance à dégager les intrus et à chanter fort, et tu te dis « Ah, ça doit être le mâle Ouais. et puis tu vois celui qui a les bandes chamois à côté, qui est en train d'essayer de nourrir la nichée, et puis qui s'active à droite à gauche, mais qui chante pas vraiment, et tu dis « Ah, c'est la femelle !» Ouais. Eh ben, en fait, pas forcément. Ça peut complètement être l'inverse. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut se dire, chez beaucoup d'espèces, c'est un peu comme ça que des sous-espèces et qu'ensuite des espèces sont formées, c'est que tu vas avoir à un moment une séparation. Alors, ça peut être physique, ça peut être autre chose qui va mettre en place cette séparation, mais en gros, vous allez avoir 2 morphologies qui vont se séparer et qui vont arriver plus tard à une spéciation, ce qui va faire que d'un côté vous allez avoir un morphotype, donc par exemple celui avec les bandes blanches qui va être dominant, qui va donc se séparer d'un côté, vous allez avoir le morphotype avec les bandes chamois de l'autre côté, qui va donc se séparer et faire une autre espèce de son côté. Et bien en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe avec celle-là, parce que ces 2 morphotypes sont finalement complémentaires et fonctionnent ensemble. Je m'explique. Lorsque vous êtes un mâle à bande blanche, lorsque vous êtes un bruant à gorge blanche, vous allez obligatoirement choisir une femelle à bande chamois. Lorsque vous êtes une femelle à bande blanche, vous allez obligatoirement, ou quasiment obligatoirement, choisir un mâle à bande blanche. C'est-à-dire que lorsque vous êtes d'un morphotype, vous allez obligatoirement vous mettre en couple avec le morphotype opposé. Ok. C'est ça qui est intéressant. Alors autant je peux le comprendre pour les comment dire, les oiseaux chamois, mais pour les oiseaux blancs, ce serait pas comment dire, ce serait pas plus avantageux de se mettre ensemble du coup? Eh ben on sait pas pourquoi, mais ça n'arrive quasiment jamais. C'est fou ça. Ouais. C'est ça qui est super intéressant. Et ça permet donc un brassage génétique qui va être très intéressant, parce que ça va pouvoir donner donc une population qui est assez diversifiée génétiquement et pouvoir redonner ensuite ces 2 morphotypes différents dans la progéniture. Comment ça se passe au niveau génétique ? Vous avez les chromosomes sexuels chez les oiseaux,
Et vous avez d'autres chromosomes qui vont coder pour d'autres choses, par exemple la couleur, c'est ce qui va se passer notamment chez le bruant à gorge blanche, vous allez avoir une paire de chromosomes qui va coder notamment pour la couleur du plumage. Et donc, chez le bruant à gorge blanche, il y a 2 types de chromosomes qui vont coder pour la couleur du plumage. Vous allez en avoir un qui va vous permettre d'avoir un plumage avec des bandes chamois, qui va être donc ce qu'on va appeler le morphotype de base, en quelque sorte, et vous allez avoir celui qui va vous permettre d'avoir des gènes qui vont coder pour le morphotype avec la bande blanche, qui va donc être celui qui est un poil plus différent. Voilà, donc vous allez avoir une séquence de gènes sur ce chromosome qui va être un poil différente de celle des chromosomes qui vont vous donner le morphotype chamois. En l'occurrence, c'est assez complexe avec des histoires de recombinaison sur ce chromosome-là, avec des changements dans l'ordre des gènes en quelque sorte, ce qui va vous donner donc une position différente de ces gènes et donc un chromosome très différent. Et donc en fait, les oiseaux qui ont le morphotype chamois vont avoir 2 copies du même chromosome qui va vous donner donc le morphotype chamois, et les oiseaux qui ont le morphotype à sourcils blancs vont eux avoir une copie du chromosome morphotype chamois et une copie du chromosome morphotype avec les bandes blanches sur la tête. Ok. Donc en fait, lorsque vous mettez les deux et que les deux s'associent donc pour donner une nichée, chez les petits, vous allez avoir le choix, vous allez avoir soit des petits qui vont récupérer le chromosome avec le morphotype chamois de la mère et du père, donc ils vont être chamois eux-mêmes, soit des petits qui vont récupérer un chromosome chamois, soit de la mère, soit du père en fonction de celui qui a le morphotype chamois, et le chromosome avec les bandes blanches, soit de la mère, soit du père en fonction de qui a ce morphotype-là. Et donc ceux-là vont finir avec la couleur blanche, donc entre les bandes noires sur la tête. Donc vous allez pouvoir avoir 50-50, 50% de petits chamois, 50% de petits blancs grâce à ça. Incroyable. Donc ça permet un brassage génétique assez incroyable. Du coup, ce fait d'avoir des couples qui soient obligatoirement pas du même morphotype, en quelque sorte. C'est assez incroyable. Alors, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, mais en tout cas, ça se passe comme ça à chaque fois. C'est ça qui est assez incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est là que c'est super intéressant, c'est qu'en fait, j'ai dit que finalement, ceux qui avaient une coloration qui était plus blanche étaient plus agressifs, étaient plus sur la défense du territoire, et c'est plus sur le champ aussi, pour la défense du territoire en l'occurrence, et pour d'autres choses certainement, mais en gros, ils étaient beaucoup plus démonstratifs, en quelque sorte, si on veut. Et en fait, il se trouve que c'est complètement lié au reste des chromosomes, enfin au reste des gènes qu'il y a sur ce chromosome qui va aussi vous permettre de coder pour la couleur de l'oiseau, et c'est pour ça que ça va être différent au niveau du comportement. Logique. Et oui. Logique. Et en l'occurrence, c'est lié à un gène, particulièrement, c'est certainement lié à d'autres choses aussi, mais les chercheurs ont réussi à mettre en évidence un endroit qui est important. C'est un chromosome bien spécifique qui va coder pour certaines choses dans le cerveau, et notamment qui va coder pour l'agressivité et tout ce qui est défense du territoire et autres. Incroyable. Donc en gros, c'est ce qu'ils appellent le VIP, le gène VIP. C'est pas moi qui l'ai nommé, hein, c'est comme ça. Et donc ce gène VIP, en fait, il est responsable de 2 choses dans le cerveau des oiseaux et en règle générale dans le cerveau des vertébrés. Ça va réguler notamment tout ce qui est agressivité et autres, mais ça va aussi réguler tout ce qui est... on pourrait résumer ça par de l'instinct maternel, mais en gros par tout ce qui va être s'occuper de la progéniture. Donc en fait, il a 2 fonctions, ce truc. À la fois, il régule les comportements sociaux et l'agressivité, et à la fois, il régule tout ce qui est s'occuper des petits, et l'espèce d'instinct maternel en quelque sorte. Et alors c'est très marrant parce qu'en fait, vous allez me dire, ouais mais c'est curieux parce que du coup, comment est-ce que ça peut à la fois régler l'agressivité et finalement bien s'occuper des petits, ça semble assez... ça semble pas être quelque chose qui soit compatible, tu vois, parce que du coup tu vas être plus agressif avec les petits, comment ça se passe ?
Voilà. En fait, c'est toute une histoire de régulation du gène. Alors, tu sais que lorsqu'on parle de génétique, on se dit oui, le gène est activé, le gène est exprimé dans ces cellules, le gène, on suppose qu'il va être exprimé en fait dans toutes tes cellules de la même manière. Mais en fait, c'est pas vrai. Lorsque vous avez des gènes, sur vos gènes, vous allez avoir certaines molécules qui vont permettre soit d'activer, soit de désactiver ce gène. Et donc, il y a certains moments, dans certaines parties de votre corps, vous avez des gènes qui vont être désactivés, alors que dans d'autres parties de votre corps, ils vont être activés. Et c'est exactement ce qui va se passer pour ce gène VIP, c'est-à-dire que dans certains endroits, il va être activé, dans d'autres endroits, il va être moins activé. Alors, pas complètement désactivé, mais beaucoup moins, ce qui fait qu'il va pouvoir être régulé d'une certaine manière, et donc il va pas donner la même réponse. Et c'est ça que les chercheurs ont trouvé dernièrement, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que ça va vous permettre à la fois d'avoir plus d'agressivité d'un côté, et de l'autre, de mieux s'occuper des petits. Ça veut pas dire que c'est incompatible en quelque sorte. Eh ben. Donc c'est ça qui est super intéressant, et tout ça, c'est lié à la fois à la coloration, parce que c'est sur le même gène que la coloration, et ça va être lié donc à ces différences qu'on va trouver sur ce chromosome qui va coder donc pour le phénotype avec les rayures blanches sur la tête. Donc en fait, c'est super intéressant au niveau génétique, vous avez donc un oiseau qui va être différent au niveau de la morphologie, mais qui, pas à cause de ça, mais grâce à ce chromosome qui est un peu différent, vous allez avoir en fait aussi un comportement différent qui va venir avec cette morphologie différente, qui est associée parce qu'elle est sur le même chromosome et que donc elle va s'exprimer en même temps que ce phénotype différent. Et ça, c'est super intéressant. Waouh. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est une super découverte. Alors après, je pense qu'elle n'est pas, comment dire, unique. Hein. C'est pas la première fois qu'on découvre ça chez les oiseaux, mais c'est extrêmement intéressant et Audubon avait un peu raison. Un peu. 50% raison, du coup, 50%, parce que bon, il avait fait une version, du moins de ce qu'il pensait ou ce qu'il avait certainement observé, mais il y en avait une autre qu'il n'avait pas vue. Ah, il pouvait pas le savoir, hein. Malheureusement, il avait pas tous ces outils à disposition. Mais c'est super intéressant. Je suppose que Sophie a une étude. Il y a plusieurs études, parce qu'en fait, c'est une combinaison d'études, c'est pas une seule chose. Et ça fait déjà quelques années qu'on commence à comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, on connaît pas tout, on sait pas encore exactement, on sait que ces gènes, donc le gène VIP, donc pour l'agressivité notamment, et les gènes de la coloration sont sur le même chromosome, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont liés exactement et à quel point ils s'expriment différemment ou pas, et à quel point la régulation fonctionne. On sait qu'il y a ces phénomènes d'épigénétique et autres, mais on ne sait pas exactement comment tout ça fonctionne ensemble. Donc c'est juste que voilà, ça c'est le résultat qu'on trouve dans la nature. Bon, c'est déjà pas si mal, hein, on a les observations. Maintenant, on essaie de comprendre un peu comment tout ça fonctionne et c'est pas du gâteau. Exactement. Puis, à mon avis, on aura l'occasion de rediscuter de tout ça en 2026, puisque les études autour de la génétique et des oiseaux, c'est quelque chose qui est assez récurrent sur ces dernières années. Donc, Et puis, Sophie, on pourra te joindre dans les commentaires de l'émission sur YouTube si on veut des questions complémentaires. Si vous voulez des questions complémentaires, parce que c'est pas forcément évident de parler de tout ça, puisqu'on a nos notes, hein, mais ça reste quand même majoritairement des notes. On n'écrit pas tout ce qu'on dit. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez que Sophie revienne sur certains détails, n'hésitez pas, les commentaires sur YouTube sont faits pour ça. Exactement. Oui, c'est un sujet qui est un peu touffu, mais je le trouvais tellement intéressant que je ne pouvais pas passer à côté. Super intéressant. J'essaierai de faire quelque chose d'un peu moins difficile pour la prochaine fois. On parlera plus de génétique. Enfin, je ne promets rien, je te dis. On verra. Vous verrez, si vous êtes sage, voilà. Je vais essayer. Si vous êtes sage, si vous partagez l'émission, voilà, je ferai un sujet plus simple. Voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il faut motiver les gens. T'as raison. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bien comme on l'a dit,
il y a quelques instants. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître ce podcast 100% oiseau. C'est disponible partout sur toutes les plateformes de streaming. Si vous avez des questions, c'est sur YouTube que ça se passe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.